tous, bienvenue. Salutations, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons entrer au cœur d'un débat, plutôt au cœur d'une réflexion, qui est la mienne, concernant la chute de la diplomatie française dans le monde. Vous verrez que, en abordant cette réflexion, tout est lié, comme je le dis souvent d'habitude, mais à condition de pouvoir faire les bonnes articulations. Alors, pour celles et ceux qui me découvrent sur cette chaîne, sachez que je suis ingénieur informatique. Mon domaine, c'est l'intelligence artificielle. Je travaille dedans, globalement, dans les projets informatiques. Et si, pour former les jeunes diplômés, fraîchement diplômés, de se lancer dans l'IA, il est essentiel pour vous aujourd'hui de comprendre comment fonctionnent les grands modèles de langage, ChatGPT, Gemini, Claude chez Anthropic, Perplexity, bref, tous ces agents intelligents-là, et bien d'autres d'ailleurs, qui vous permettront pour vous de consolider votre place dans le prochain monde, le monde dans lequel l'IA aura été déployée à tous les étages. Bon, revenons au sujet. Pourquoi j'évoque ça? J'évoque ceci parce que le sujet d'aujourd'hui est basé, comme je vous ai dit précédemment, sur la place, la diplomatie française dans le monde. Comment est-elle perçue aujourd'hui et à quel point est-elle perçue? Bien évidemment, je pense que vous voyez déjà le sous-entendu négatif derrière, qui n'est pas glorieux vis-à-vis de cette perception du monde entier concernant la diplomatie française. Maintenant, je souhaiterais vous faire part de ma réflexion là-dessus. Et cette réflexion, justement, je fais le lien cette fois-ci avec le thème, on va dire, central de cette chaîne. La raison principale est celle-ci. Si on veut dominer le monde entier sur un plan technologique, sur l'intelligence artificielle, il faudrait au préalable déjà avoir une vision, on va dire, géopolitique, mondiale, assez indépendante pour ne pas dépendre des directions ou des envies des autres puissances externes. États-Unis en particulier, l'OTAN, mais également Israël et bien d'autres États, quel que soit l'État-nation en tout cas. Donc, la raison, elle est celle-ci, elle tient du fait que la France aujourd'hui n'a plus de position indépendante. Et c'est cette raison fondamentale qui fait qu'elle n'est plus écoutée dans le monde entier, même en Afrique déjà. Vous voyez bien que on a eu l'année dernière et des années, enfin de plus en plus, les pays africains, on va dire, pourquoi je cite les pays africains? Parce qu'évidemment, c'était le dernier précaré français. Bref, la logique reste la même, quel que soit le pays dans le monde entier. Jadis, auparavant, la France quand même avait une position assez respectable et était respectée. Sauf qu'aujourd'hui, d'année en année, on constate que ce n'est plus le cas. Et donc, je vais vous partager de manière globale les raisons fondamentales qui justifient ou qui expliquent réellement cette perte de pouvoir, cette perte de capacité à se faire respecter lorsqu'il s'agit de débattre et de servir d'intermédiaire, de pourparler dans des conflits mondiaux. Aujourd'hui, vous avez le conflit actuellement en Israël et en Iran. Et bien avant cela, vous avez eu à Gaza. Dans ces deux événements-là majeurs et bien d'autres événements auparavant, et je postule même dans bien d'autres événements qui suivront, qui viendront, puisque je pense qu'on est entré dans un monde chaotique. Le monde aujourd'hui n'est plus stable comme il était auparavant, si la stabilité avait existé à un moment donné, mais toujours est-il que la France, dans tous les cas, avait quand même une voix qui était audible en fait, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, cette raison clé principale qui fonde mon propos, premièrement, la perte d'indépendance diplomatique. Deuxièmement, le manque de statut des dirigeants. Je vais déployer, je vais développer bien évidemment, mais je vous les donne de manière un peu ordonnée entre guillemets. Donc, premier point, la perte d'indépendance diplomatique. J'en ai noté quelques points. Le manque de statut des dirigeants, l'effondrement de l'influence en Afrique, la politique intérieure en crise. Donc ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, le manque de vision stratégique. Sixième point, les médias mainstream, devenus, entre guillemets, fat, partiaux. Donc il n'y a plus d'impartialité. Et le septième point, c'est un peuple déconnecté des enjeux réels. Alors, je vous donne de manière un peu bien structurée, on va dire cette fois-ci les points par point. Si je dois prendre par exemple le premier point qui était la perte d'indépendance stratégique, vous avez quoi? Vous avez eu en fait
la diplomatie française. C'était en fait une doctrine. Ouais, certains me diront De Gaulle, etc. Bon, bref. En tout cas, c'était une doctrine. La doctrine était la troisième voie. Ni alignée sur les États-Unis, pardon, ni soumise à la Russie, à l'OTAN, ou à Israël, ou à quel que soit le pays. Donc, c'était une troisième voie. C'est devenu, aujourd'hui, cette position-là, cette posture, c'est devenu un simple écho des positions américaines et israéliennes. De manière plus on va dire grosso modo. Vous voyez cet élan de toujours vouloir être aligné vis-à-vis de ces deux puissances mondiales ou de ces deux puissances externes. On va plutôt restituer les choses ainsi. Surtout depuis l'intégration complète de la France, Sarkozy, dans le commandement de l'OTAN. On se souvient déjà de Dominique de Villepin à la tribune des Nations Unies en 2003, qui tenait un discours évidemment pour lequel la France avait été respectée. Donc c'est cette position-là de non alignée. Alors, la conséquence de cette perte d'indépendance stratégique aujourd'hui a conduit à quoi? A conduit à ce que la France perd son rôle de médiateur. On se souvient déjà du président Macron allant en Russie pour rendre visite on va dire plutôt, pour essayer de discuter avec Poutine. On a bien vu la longue table, effectivement, entre les deux chefs d'État. Ça en disait long. Et donc, effectivement, cette perte de perte d'indépendance stratégique, évidemment, conduit aussi au fait que la France est perçue, en fait, comme un acteur aligné. Donc, si vous êtes aligné, donc, vous n'avez plus de crédibilité pour jouer les arbitres dans les conflits. Évidemment, vous pouvez pas être jugé, arbitre, etc. Et je vous donne quand même un exemple. Vous avez aujourd'hui la quasi-inexistence dans les négociations, que ce soit au conflit à Gaza, de l'Iran ou de la Syrie, j'en oubliais. Donc on n'écoute plus la voix diplomatique française. Parce qu'on le sait déjà, enfin les autres puissances acquiescent, partent du principe que cette voix est déjà positionnée avant même d'ouvrir sa bouche. Deuxième point, des dirigeants sans statut diplomatique. Le pouvoir également est une incarnation de la personnalité. Le pouvoir également s'incarne par celui ou celle qui représente le pouvoir en question. Si auparavant vous avez eu des grands dirigeants, des dirigeants qui étaient capables de dire non aux Américains, aujourd'hui on constate bien que dans cette incarnation, dans cette statut diplomatique, on ne retrouve plus cela. On ne retrouve plus cette position due, ferme, mais compréhensible. Donc la diplomatie, comme je le dis, c'est d'abord une affaire d'hommes, hommes et femmes, voilà, d'État. De Gaulle, Mitterrand, même Chirac savait dire non aux Américains. Aujourd'hui, on a des gestionnaires, vous savez quoi? On a des gestionnaires de crise qui préfèrent tweeter des communiqués flous. Donc sur X, vous avez des communiqués pas très bien clairs, en même temps, si vous voulez. Alors le président actuel, évidemment, aujourd'hui, aussi entre les postures jupitériennes et les humiliations à Moscou. Je vous ai donné l'exemple au préalable. Le Quai d'Orsay, par contre, évidemment aussi, suit cette lancée. Et lui, il est affaibli, vidé de ses compétences, et ses diplomates démissionnent les uns après les autres. Vous avez aussi ce qu'on appelle le millefeuille technocratique, l'arrogance aussi technocratique qui remplace la finesse diplomatique. Il n'y a plus véritablement, quand on parle de diplomatie, c'est ce qui se fait dans l'ombre de manière générale, et après, une fois les problèmes réglés, une fois des résultats quand même probants, on peut annoncer au peuple en fait la marche à suivre, la démarche, etc. Et à l'étranger, on le sent déjà. On ne respecte plus la France, on la supporte au mieux, tout simplement. Donc voilà le deuxième point, des dirigeants sans statut diplomatique. Alors, troisième point, le fiasco en Afrique. La fin du précaré. Alors, pour celles et ceux qui pensent que je suis en train de vouloir peut-être m'attirer de l'attention ou quoi que ce soit, non. Je vous donne en fait des points généraux, des points qui vont, dans tous les cas,
quels que soient les prochains conflits, pas uniquement le conflit actuellement ou de la situation au Moyen-Orient actuellement. Je vous donne des points qui vous donneront des grilles de lecture pour analyser évidemment la manière dont la voix de la France est perçue aujourd'hui dans le monde entier, et ce peut-être même encore dans les 20 prochaines années, parce qu'il faudra du temps pour pouvoir rétablir cette nouvelle position française, cette respectabilité, bien évidemment. Donc le fiasco en Afrique, la fin du précaré, comme on aime bien le dire dans les chaînes françaises, la France, on le sait déjà, la France avait, quoique toujours, mais dans une certaine moindre mesure, mais la France avait un levier diplomatique majeur, l'Afrique francophone, ne serait-ce que par la culture, la langue, bon, l'histoire évidemment qui est assez très déplorable, mais en tout cas l'idée de vouloir faire des efforts, etc., pas des présidents africains. Et évidemment, bon, c'est un président africain à bien citer, et c'est un président français. Mais entre des interventions militaires ratées ou pas, libre à chacun d'avoir son propre libre arbitre, au Mali, au Niger, aujourd'hui les États de l'AES, l'ingérence perçue, le discours moralisateur et le mépris postcolonial jamais digéré, elle s'est fait éjecter brutalement. Conséquence, la Chine, la Russie, la Turquie, même l'Iran, bref, tous les autres pays du monde entier, aujourd'hui, vont en Afrique pour grignoter l'influence française, pendant que à Paris, on parle encore des partenariats équilibrés dans des conférences vides. L'Afrique n'écoute plus de plus en plus, en tout cas une grande partie de l'Afrique n'écoute plus de plus en plus la France, car la France n'a plus rien à offrir, parce qu'elle se croyait dans son précaré, évidemment. Et si ce n'est de leçons de morale et des bases militaires que les peuples rejettent. Donc voilà le troisième point qui est donc le fiasco évidemment de la France dans son précaré. Le quatrième point, vous avez quoi? Vous avez une politique interne qui décrédibilise l'international. La politique interne décrédibilise l'international au simple fait que quel crédit peut avoir la France à l'extérieur quand elle ne tient même plus debout à l'intérieur? Une société française fracturée, les gilets jaunes, une démocratie perçue comme brutale, répression, on se rappelle bien, avec des 49-3 en rafale, une gestion hasardeuse de la laïcité. Alors, alors il y a eu les 49-3, la gestion du Covid, une gestion hasardeuse de la laïcité et un modèle social qui ne fait plus rêver personne. Plus personne aujourd'hui. Alors moi, je travaille uniquement la plupart du temps avec les jeunes diplômés, fraîchement diplômés, dans des formations autour de l'intelligence artificielle. Et je prône ici dans cette vidéo, dans cette chaîne, le fait de s'expatrier en premier temps déjà dès l'obtention de son diplôme pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Cela ne veut pas dire qu'on n'aime pas la France, cela ne veut pas dire qu'on n'aime pas ses amis, ses proches, sa famille, mais d'aller voir les opportunités qui sont abondantes à l'extérieur. Et dans tous les cas, même si ça ne marche pas, vous pouvez revenir. Donc, une politique interne qui décrédibilise l'international, quand on regarde aussi les puissances émergentes dans les BRICS, toutes les puissances dans les BRICS le perçoivent bien facilement. La France ne rayonne plus. Elle ressemble à un empire en fin de course qui croit encore à sa grandeur pendant que le monde tourne la page. Je pense que quand vous avez quand même fait un minimum de voyages en Asie, par exemple, de plus en plus, bref, disons les pays d'Asie, les choses sont en train de radicalement changer vis-à-vis même de l'Occident. Là, c'est même vis-à-vis de l'Europe tout entière. Mais concentrons-nous sur l'état de la France qui est encore beaucoup plus criant par rapport à ce qu'elle a été avant, par rapport à ce qu'elle est, à son image d'antan. Et repenser à ce que je viens de dire ici. Bon, cinquième point, l'absence de courage et de vision géopolitique. Voilà. Là, je pense que c'est encore criant, là. L'absence de courage et de vision géopolitique. Aujourd'hui, la France ne porte plus de vision. Quelle est la vision de la France aujourd'hui, si je vous pose cette question de manière légitime? C'est une question que je pose à l'Assemblée, à la tribune, actuellement. Quelle est la vision de la France dans le monde? Aujourd'hui, la France ne porte plus de vision, ni sur l'Europe, si ce n'est que
d'être radicalement intégré à l'Union européenne, ni sur la paix, on ne sait pas trop, ni sur l'intelligence artificielle, comme c'est le cœur de mon métier, c'est ce que je constate. J'étais à Vivatech dernièrement, j'ai constaté que la plupart des startups qui étaient là et des grandes entreprises étaient financées par des fonds externes, extérieurs. Le climat, les écolos, ou la réforme, ou des réformes à l'ONU. L'ONU aujourd'hui qui est un organe moribond, qui est quasiment mort, mais la voix de la France même ne pèse plus dans cette assemblée-là. On constate quoi? On constate que la France suit les vagues, oui. Elle fait des petites phrases, elle condamne à l'ONU, mais vote des sanctions sans nuance. Si ce n'est toujours du fait de n'être qu'alignée avec les positions de Washington. Elle ne propose pas quelque chose de nouveau ou de radicalement indépendante par rapport à la position américaine, à la position otanienne. La dernière fois qu'on a entendu une proposition forte, une proposition française forte à l'ONU, c'était peut-être le discours de Dominique de Villepin en 2003. Et depuis là, je pense que on n'en a plus trouvé aussi tel discours qu'en 2003. Cinquième point. Alors, le septième point, par contre, est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important. C'est les médias mainstream. Les médias mainstream français. Plutôt que d'avoir un système médiatique dans lequel on se dirait que le citoyen est vraiment informé, on a plutôt des médias mainstream, je précise bien, qui sont une caisse de résonance et non un contre-pouvoir. Autrefois, par exemple, les médias français accompagnaient la diplomatie en analysant, en critiquant de manière constructive, en éclairant les enquêtes d'investigation. Il y avait des journalistes d'investigation pour aller investiguer réellement qu'est-ce que faisait le pouvoir. L'exécutif, par exemple. Aujourd'hui, vous avez quoi? Tous ces médias-là de mainstream ne font que réciter. Vous prenez TF1, France 2, BFM, LCI, France Info, CNews, etc. Tous tournent en boucle sur les éléments de langage. Et les mêmes éléments de langage, d'ailleurs. Comme on dit, les médias aujourd'hui chassent en meute. Parfois dictés par les ambassades, parfois par peur de froisser l'Élysée ou l'OTAN. On voit bien que là, il y a des puissances derrière qui interfèrent dans le débat médiatique. Et pendant des conflits majeurs en Ukraine, à Gaza, en Iran, au Sahel, je vous demande où est l'analyse indépendante? Où est la contradiction? Où sont les experts géopolitiques crédibles? Où est la nuance? On voit des plateaux remplis de généraux en retraite, souvent avec des étoiles, on ne sait pas comment ils ont fait pour obtenir ces étoiles-là, ou des spécialistes de sécurité qui nous vendent la version officielle, souvent pro-américaine ou pro-israélienne, ou tout simplement anti-russe par réflexe. Voilà. Voilà l'état aujourd'hui des médias en France, les médias mainstream. Et si par ailleurs, en revanche, en tant qu'invité sur ces plateaux-là, si tu proposes une autre lecture, soit t'es catalogué de pro-Poutine, soit complotiste, la complexité du monde a été remplacée par une grille simpliste. Soit, donc, l'Occident, on va dire de manière globale, c'est le camp des gentils et les autres, c'est le camp des méchants. Et par conséquent, par extension, les alliés de l'Occident font partie également des gentils. Et les autres également, par opposition, font partie du camp des méchants. C'est ce qui se passe à l'actuel et ce qui se passe de plus en plus. Et ça, c'est pas de l'information, c'est de la propagande molle, d'ailleurs. Moi, je vais m'arrêter. Donc, voilà les 7 points, évidemment, qui montrent que la France, la voix de la France ne compte plus dans le monde entier. Et ce, même dans les 10, 15, voire 20 prochaines années. Parce qu'il va falloir du temps pour pouvoir rétablir à nouveau la posture française pour qu'elle soit plus respectable et pour qu'elle puisse être audible. Donc, comment la diplomatie française pourrait-elle être crédible? Quand vous avez ces médias-là en masse qui chassent en meute et qui répètent les mêmes éléments de langage, ne vous attendez pas à ce que
le monde entier puisse percevoir la France comme étant encore une grande puissance. Et on constate de plus en plus que en tant que position dans le monde, la France, sa position est en train de chuter. Le peuple également est complice. Donc oui, le peuple également, je pense que j'en ai pas évoqué, mais là à l'instant, l'idée qui me vient, le peuple également est complice parce que le peuple également acquiesce. Il ne fait pas d'effort d'aller s'informer, de m'écouter ou d'écouter d'autres chaînes alternatives. Le peuple également ne fait pas cet effort. Cela peut s'expliquer parce que quelque part également, il est matraqué fiscalement, il ne fait que payer des taxes. Il vit dans un pays où dans lequel on lui demande toujours en tant que même personne de faire les efforts pour les autres, pour la puissance publique qui ne fait que dépenser sans compter. Et il est abruti également à du spectacle. Le spectacle tel que Guy Debord l'avait déjà bien résumé dans une société du spectacle. Je vais m'arrêter là et je vous dis abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo. L'idée, c'est d'informer, de réfléchir et de penser réellement aux vrais enjeux dans le monde entier et de ne pas uniquement s'arrêter à son prisme très réducteur de sa position sociale ou de sa position par rapport à son travail en société. Vous êtes plus que ça et vous êtes citoyen du monde, citoyen d'une nation déjà, bien sûr, et vous devez être engagé et analyser le monde avec un prisme beaucoup plus intéressant et beaucoup plus être dans la dialectique. D'accord? Merci de m'avoir suivi. Au revoir.